Allez, bonjour à tous et à toutes, nous voilà de retour sur cette liste de vidéos sur les catamarans. Je vous avais promis une vidéo où j'allais vous partager des expériences de gros temps. Je voulais partager un petit peu quelques informations voilà, je pense importantes au niveau de la sécurité. Alors, je vais vous en partager trois des expériences. Alors pourquoi trois? J'espère que vous en partager trois. Tout simplement parce que une se passe avec un bateau qui est extrêmement rapide et extrêmement léger. Le deuxième se passe avec un lagoon de 45 pieds à Quillon. Donc le premier c'est un bateau où il y a des dégboards, des dérives rétractables, c'est le Gunboat 60, donc, qui est une machine de guerre de vitesse. Le deuxième c'est un lagoon 450 qui est un bateau moyenne gamme qui est connu généralement, voilà, quand on lit les forums, c'est pas mon opinion, mais c'est des bateaux qui n'avancent pas trop, qui traitent de l'eau, et voilà. Et la troisième expérience, c'est sur un Eleutera 60 de chez Fortin Pajot. Donc là, on est encore sur une taille de bateau qui est assez grande. Et j'ai géré la dernière expérience sur le Eleutera, c'est un peu différent des premières expériences, mais les deux premières expériences, je les ai gérées de façon différente parce que les bateaux, malgré que ce soit deux catamarans, ne marchent pas de la même façon et ne se gèrent pas de la même façon. Et là, alors, je ne vais pas faire de la technique gros temps, il y aura ça dans le pack catamaran, où là je rentrerai vraiment dans les détails. Mais je vais quand même expliquer des erreurs communes que je vois et que j'ai lues et voilà, sur ce qui se passe avec un catamaran. Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire, et souvent les gens naviguent sur un cata comme on naviguerait sur monocoque. Et je veux dire, ça ne marche pas pareil, et la façon dont ce bateau doit être tenu en main est complètement différente. Alors, il faut savoir que sur un kata, quand vous êtes dans du gros temps, bon, il est sûr et certain que vous allez vous mettre. Quand je parle gros temps, c'est l'idée, c'est de partir en fuite. Donc, on n'est pas en train d'essayer de se battre contre la mer au pré-série en disant ah, c'est gros aujourd'hui, ça va passer. Là, c'est que t'es pas dans le gros temps. Dans le gros temps, c'est que le pré, tu l'oublies, et le travers, je vous ai expliqué sur la vidéo des polaires, on n'en parle même pas. Donc, tu es en train de te mettre en carrière. Ou même plus voilà, à la vague, et tu es en train de te dire bon voilà, maintenant on va courir de l'eau et on va laisser passer la baston, et on va la subir, hein, puisque souvent on la subit, hein, c'est pas avec plaisir qu'on fait ça. Donc je vous avais brièvement dit sur le... Alors oui, c'est ce que je voulais dire. Un catamaran, la chose qu'on ne veut pas quand on est en surf, alors on n'a pas peur de rattraper la vague de devant. Ça, j'ai déjà fait une vidéo explicative, vous la trouvez sur la chaîne. Pour couper court et faire le résumé de ma vidéo explicative, si les multicoques qui font de la route du Rhum, qui bastonnent comme des moulés, le plus qu'il pleuve, ils se mettent pas KO dans la vague de devant à toutes les courses, comment tu veux que toi, avec nos caravanes, bateaux qu'on a, on arrive à rattraper cette vague de devant? Si eux le font pas en bourrant à mort avec les machines de guerre qu'ils ont, c'est pas nous avec nos katas ou nos monocoques qu'on va les rattraper une vague de vent. Voilà. Donc, et si on devait rattraper des vagues de vent, ça veut dire que tous les bateaux de course qui existent arrêteraient pas d'aller taper dedans, puisqu'ils essaient d'aller à mort, les mecs. Donc on la rattrape pas cette vague de vent. Par contre, ce qu'on fait très bien, c'est se faire rattraper par la vague de derrière, pas aller assez vite. Alors, une des premières erreurs en catamaran, c'est de ne pas aller, ou en monocoque, hein, mais c'est de ne pas aller assez vite. Donc ça, il faut savoir qu'à partir du moment où le bateau n'a pas de vitesse, c'est la vague qui mène le bateau, c'est pas le bateau qui navigue. Ça va, sur chaque vague que vous allez attraper, ça va partir du cul, ça va taper sur l'arrière, les vagues vont remonter sur les transoms, sur les marches, et vont vous remplir l'arrière du bateau, ça va taper sous la nacelle, tout un tas de choses qu'on ne veut absolument pas qui arrivent. Donc déjà, il faut laisser la vitesse. Et par contre, la chose qu'on ne veut pas faire, c'est planter un flotteur. C'est pas forcément dans la vague de devant, c'est sur un départ en surf, le bateau se lève, il accélère, il est mal équilibré, il plante de l'avant, et hop, je me fais un petit tour et je casse tout. Donc ça peut arriver, et notamment, comment ça arrive?
avec une erreur qui est commune et qui est une erreur de, comment dirais-je, de facilité de manœuvre. Alors, sur un bateau, ça revient un peu sur hier le choix du bateau. J'ai fait une vidéo où je vous expliquais, alors vous ne les avez pas du jour au lendemain, mais où j'expliquais dérive ou quillon. Il faut qu'à savoir qu'un bateau comme le gunboat, où tu peux remonter, donc là on pouvait remonter le train d'hélice, donc les hélices remontaient et se mettaient dans la coque. Les dégeboards, donc les centerboards, les dérives sont remontées, ce qui veut dire qu'on avait deux coques complètement flush, donc sans aucune traînée. Donc deux coques sans aucune traînée, c'est complètement différent qu'une coque où tu as un quillon au milieu, parce que si j'ai un quillon, ça c'est ma coque de bateau, ça c'est l'avant, et ici, quand l'eau, sous l'eau, elle tape cette résistance-là, le bateau il a tendance à vouloir venir comme ça. Et si là, moi, je fais la bêtise de me dire, bien, pour la facilité de manœuvre et pour tout ce qui se passe, je vais virer ma grand voile et je vais laisser ma voile d'avant. Donc là, ça va pousser sur la voile d'avant, le bateau a tendance à vouloir rentrer dans l'eau et j'augmente l'effet catapulte. Il faut savoir que si je mets une grande voile sur un bateau qui a des quillons, je la prends très basse à 3 ris, je vais avoir du vent sur la partie de la bande, donc le plus bas près du mât. Je suis ici, c'est centré sur le point de gravité du bateau, c'est même plutôt sur l'arrière. Le bateau il aura beaucoup moins tendance à vouloir planter de l'avant que si je lui ai mis une voile sur le nez. C'est pour ça que les catamarans, ça ne marche pas comme les monocoques. Un monocoque, sa voile propulsive, c'est sa voile d'avant. Un cata, c'est sa GV. Et donc, sur le gunboat, on prend du gros temps. Vous avez un article qui explique voilà, les conditions. Il y a plus de, je ne me rappelle plus, mais bon, il y en aurait 8 mètres de creux. On enlève les deux pilotes, on sort le radeau de survie, on se le met sous la table du salon et on se relaie à la barre. Et là, donc chaque fois que le bateau part au surf, c'est là où j'ai fait, vous avez ça, vous tapez mon nom au gunboat, vous allez trouver, vous avez le record de vitesse où j'ai tapé 30,02 nœuds. Chaque fois où tu pars au surf, ça part. Et comme on n'a pas de traînée sur ce bateau, là on a complètement enlevé la GV et on est avec un bout de solinde, enfin un bout de phoque enroulé, parce que là bon, on va pas les mettre une trinquette, machin, bref, on parle pas de ces choses-là. On est sur un bout de phoque enroulé. Le bateau est extrêmement léger et extrêmement rapide et avec, mais franchement c'est un mouchoir de poche qu'on a, on ne descendra pas une seule fois en dessous de 13 nœuds. Donc on est en train de mourir à 13-15 nœuds de moyenne. Sur les surfs, bon ben voilà, ça part 20, 22, 24, 26, on fait du 26 pratiquement constant et puis des fois voilà, c'est pas 28 et puis on fait un 30, mais bon, c'est anecdotique. Et donc ce bateau, juste avec son fardage, il faut savoir que dans le creux de la vague, t'as pas d'air, hein, c'était en glisse, hein, donc ce bateau-là, il glisse très bien. Mais dès que la vague remonte derrière, donc quand j'étais assis dans le cockpit arrière, donc à l'arrière du bateau, imaginez un catamaran, je suis assis à l'arrière, vous avez l'arrière, vous avez les deux marches qui sont là de chaque côté, et au-dessus de moi, il y a le plafond, tout bon. Quand le bateau se levait comme ça, je voyais un mur d'eau qui partait derrière et à un moment donné, je le perdais, il passait au-dessus du plafond et puis ça y est, le kata s'inclinait et hop, on partait au surf. Quand j'étais avec Peter Johnson, donc le patron de chez Gunboat, hein, on était tous les deux à la barre, enfin, on se relayait. On voyait ces murs qui arrivaient et donc forcément, quand le mur de vague te prend et que tu passes sur la partie haute, et bien là tu reprends le vent, ce qui relance le bateau, et là il n'y a pas que la voile qui prend le vent, tu as tout le fardage du bateau, parce que c'est quand même un catamaran, ça a beaucoup de prise à l'air, et ça se remettait à accélérer, on repartait en surf, le génois se remettait à façadier, c'était fini, il n'y avait plus d'air, puisque on était en surf derrière la vague, donc dans un creux de 8 mètres, le génois à 8 mètres de haut, il y avait longtemps qu'il était beaucoup plus petit que ça, et hop, on arrivait, ça ralentissait, et ça recommençait, etc. Et là, donc, on a géré la sécurité tout simplement en faisant confiance au fardage du bateau, en le mettant complètement sans aucune traînée sous la ligne de flottaison, et en laissant la voile d'avant, puisque là, il n'y a pas d'effet catapulte, il n'y a rien qui avait envie de le faire retourner. Donc voilà pour une des choses qu'on a fait.
Bon, ça a duré 24 heures par rigolo, et puis après, ce qui est marrant, c'est qu'après, quand tu es dans des creux de 6 mètres, tu commences à tout remettre dessus et tu commences à bombarder. La Nemo était bloquée, donc il restait pendant 48 heures bloqué, il descendait pas. Même pas il faisait ça, hein, il était resté bloqué. Bon, on s'est fait, voilà, bon, c'était pas rigolo, la nuit a été très très longue. En plus, c'est du carbone, donc ça fait un bruit de malade. Tu as l'impression d'être dans une machine à laver. Bon, c'est passé, il n'y a pas de. On n'était pas. On n'a pas eu de moment de. Je vais pas dire de peur, hein, mais bon, on était sérieux sur ce qu'on faisait. On n'a pas trop mangé, mais bon, voilà, on a bu des boissons énergétiques. Alors, je suis avec mon ami qui malheureusement décédé l'année dernière au mois de décembre, Bicher, donc, qui était le propriétaire du bateau sur lequel je travaillais. C'est devenu un ami, comme souvent le propriétaire du bateau sur lequel je travaillais. Hein, comme quoi je suis avec sympa. Et peut-être compétent, on ne sait pas. Donc je suis avec Bicher et on a un créneau pour partir. Donc il faut savoir qu'on faisait 6 mois sur les États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, et 6 mois sur les Bahamas avec le bateau. Et là on est descendu pour des raisons X ou Y sur la Floride. Et on est dans le haut de la Floride et on veut descendre dans les Bahamas. Ça fait quelques temps qu'il y a pétrole. Et là il y a un gros créneau météo qui arrive où on sait que ça va bastonner. Mais bon voilà, on n'a pas envie de faire du moteur avec le lagoon, on a envie de naviguer et le créneau il est là et on se dit allez on part, on se met dedans. Et voilà, c'est annoncé, ils annoncent du 22, 25 à rafale. Bon, inévitablement, comme souvent, la météo en mer, la météo, c'est le seul métier où tu peux dire aujourd'hui il y a 50% de chances qu'il pleuve. Tu vois, tu sais pas en fait, c'est pile ou face. Et ces mecs-là, ils sont payés. Bref, donc les météos, comme toujours, n'est jamais vrai. Donc, la nuit arrive, ça monte, on se fait cartonner, et on est parti tard, parce que le créneau, il était tard, il attaque à 17h, et on va traverser le Gulf Stream. Donc le Gulf Stream, si vous voulez, c'est un courant chaud qui remonte les côtes de la Floride. Donc ça remonte le long de Cuba, ça remonte les côtes de la Floride et ça remonte pratiquement jusqu'à mi-chemin en direction de New York. Et nous, on descend dans l'autre sens en travers pour aller aux Bahamas, à Georgetown. Et donc là, on a un vent, puisqu'on s'est mis dans le sens du vent, qui est, si vous voulez, dans ce sens-là, et une vague qui est dans l'autre sens, enfin le courant qui est dans l'autre sens. Ce qui va lever une mer abrupte levée. Hein. Donc là, tu as un courant dans un sens, la mer dans le vent dans l'autre. C'est pas rigolo. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Comme on savait que le créneau était conséquent, on avait pris, avant de partir, des riz dans la GB. Et nous voilà Tintin et Lolo. Et vers 22h, c'est la fin de mon quart, Bicher prend le sien. Je lui dis écoute, je vais pas quand je suis en navigation, tous ceux qui ont navigué avec moi savent que je vais jamais dans ma cabine. Donc je me mets sur le carré à l'arrière. S'il y a un problème, tu me réveilles. Et là, vers 23h, mon quart n'est pas fini, mais j'entends siffler et je me dis, oh, et le cataille. Et là, donc, qui dit Lagoon 450 dit Flybridge, donc il est en haut au poste de bar, donc seul, dans la nuit, on est tous les deux à bord, malgré qu'on soit dans un courant chaud, il fait pas chaud parce que la dépression il fait froid, avec la veste de quart et tout le machin, bon, t'imagines l'isolation que t'as là-bas, donc vite fait j'attrape le thermos de café, je monte, c'est mon boss, tu t'en occupes, puis même, c'était super être humain, Bicher, super homme. Et j'arrive en haut, petit café et tout, et j'ai Bicher, il me dit ouais Stéphane, le bateau là, on s'en anglais, il me dit je pense que c'est pas bon. Et effectivement, on a l'impression, donc on est, le vent est au, enfin la vague est au 110, 120, on est sur notre cap, mais les vagues du Gulf Stream sont là. L'idée, ce serait de se dire, on a deux riz dans la grand voile, on enlève la grand voile, on se laisse la voile d'avant, et en avant, roule Guingamp. Mais, on est sur un lagoon qui a des quillons. Et là, je me dis,
vu ce que les vagues sont abruptes, donc ça fait des départs, quand ça part, c'est hyper pointu, c'est des pics, c'est pas une vague ronde, et je me dis là, si on se laisse que la vague d'avant, la voile d'avant, ça va pas le faire. Donc, je prends la décision, je dis à Bichir, écoute, qu'est-ce qu'on fait, tu me laisses faire ou quoi? Il me dit, ouais, vas-y, parce que c'était un très bon marin, il avait fait une transat en solitaire, etc., etc. Je dis, bon, moi, là, ce que je conseille, c'est qu'on laisse la GV telle qu'elle est, on enroule le génois, on écarte de 15 ou 20 degrés, et on laisse courir de l'eau, et demain, on récupérera le cap quand ce sera passé. Il dit, ouais, ok, tu veux laisser la grand voile? Je dis, ouais, je vais laisser la grand voile telle qu'elle est, etc. On fait ça, on écarte de 20 degrés, et là, instantanément, dans les 10 minutes qui suivent, le bateau va beaucoup mieux, il souffre beaucoup moins, on est surtoilé, mais c'est pas grave, on bourre, on a de la vitesse, là, on passe mieux la vague, on a moins d'effets, un petit peu, alors c'est pas un effet de catapulte, mais on sent que le bateau vit beaucoup mieux. Alors, on a pété quelque chose quand même, parce que là, il faut savoir que ce bateau-là, il y avait eu une erreur qui avait été faite à la construction. Le rail Arken, qui est le long du mât, avait ses jonctions de rails à l'endroit où il y avait exactement les ris de la grand voile. Donc au niveau du deuxième riz où il y a la tâche de la halyarde, de la drisse de grand voile, on a le rail s'est ouvert en deux. Donc on avait un rail qui était comme ça et le haut pendait et s'était arraché. Donc on a arraché le rail du mât à cet endroit-là. Bon, ça n'a pas été plus loin. On a passé la nuit et c'est au matin quand voilà, ça s'est calmé et que tu passes le Gulf Stream. Une fois que tu as passé le Gulf Stream, déjà la mer elle change, tu as plus ce courant dans l'autre sens, que au matin on s'est dit bon, on finit la nuit comme ça, hein, comme quoi malgré qu'on soit des capitaines et que machin et qu'on était deux mecs et que tu vas pas en plein milieu de la nuit aller te remettre au pied du mât pour aller renvoyer de la voile pour tu dis mais non, on finit la nuit comme ça, voilà, on a mis un bout de génois et puis c'était parti, plein de phoques. Et le lendemain matin, quand on lève la tête pour aller envoyer la grande voile, on se dit mais là il y a un souci Houston. Effectivement, Houston, il y avait un souci. Voilà, ce qui nous a donné un dématage, enlever tout le rail, le retruc, remettre des sections différentes, etc. Qui a été pris non, ça n'a pas été pris en garantie. Mais voilà, comme quoi, peut-être erreur de ma part d'avoir dit on fait comme ça, mais en tout cas, vaut mieux casser un petit peu de rail que péter le bateau. Donc il souffrait pas, ça s'est bien passé. Donc pour vous dire, la différence entre les deux façons dont j'ai géré ça, c'est que d'un côté je savais qu'il y avait des quillons et que le bateau souffrait et que j'avais peur que tu vois, sur les surfs ça partait un peu comme ça, j'avais peur que ça augmente le truc, donc j'ai dit on va laisser de la voile au milieu et on va et attention, hein, je dis pas que ça aurait pas très bien marché si on enlevait la GV et qu'on mettait que la voile d'avant. Je dis qu'un catamaran, ça va le plus c'est pas celle-là et normalement c'est pas comme ça qu'on fait. Bref. Et dernière histoire, ça c'est pour en revenir à l'histoire des polaires d'hier. Je prends un Eleutera 60 à côté de Monaco. Alors je n'ai plus le nom de la marina, bref, c'est pas très grave. Donc un Fontaine Pajot 60 pieds. Et le propriétaire me dit voilà, faudrait aller en Corse, j'ai des amis, machin. Ok. Et donc, il y a un vent qui est annoncé et établi. On part, il est de travers à nous, donc un bord magique en bateau quand tu pars. Puis comme souvent et très souvent la Méditerranée, la météo devient un peu pas du tout ce qu'elle a été annoncée. Ça monte, ça monte, ça monte. La houle se lève. Et là, je peux vous dire qu'on est... Il y a un 60 pieds, c'est pas, vous voyez, on n'est pas en train de parler d'un 38 ou d'un 40. Hein. C'est un bateau qui est large, c'est un bateau qui... Et là, mais à chaque vague, j'ai le kata qui part comme ça au travers. Et là, je me dis, mais Steph, jamais on arrive en Corse. À un moment donné, ça va mal se passer. Et je ne suis pas quelqu'un qui est connu pour paniquer et avoir peur. Tous ceux qui ont navigué avec moi le savent. Je suis plutôt... cold blood, comme on dit, je suis plutôt quelqu'un de sang-froid moi quand ça monte et que ça devient un peu tendu. Là, j'ai pas peur, mais je me dis là, on va en carton et ce bord-là, même si sur la théorie on est censé aller plus vite, on va aller un peu moins vite. Et donc là, la même, hein, on bataille pas, on écarte,
on change de cap, on a tiré de bord. Alors le problème c'est que quand tu as un bord, quand tu as un vent de travers, si j'écarte ici, je m'écarte du vent, donc là c'est beaucoup plus facile, mais après quand il va falloir que je vienne récupérer la route dans l'autre sens, je vais me taper un bord de près. Donc là c'est vachement moins rigolo. Donc ça c'est le problème quand la houle latérale, sachant qu'à un moment donné, quand le vent va tomber, donc ça je vous donne de l'information, hein, c'est pour vous, pour le futur, quand le vent va tomber, je vais quand même avoir la houle résiduelle qui va rester, parce qu'elle tombe en général dans les 2 heures après le vent. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, je vais me retrouver avec une grosse houle. Donc, quand le vent va tomber, c'est le moment où je vais me décider de faire mon bord de près, puisque j'ai moins de vent. Donc, en partant dans l'autre sens, au près, je vais recréer du vent en créant du vent apparent, puisque quand je fais du près, je crée du vent apparent. Donc, le vent que je touche, il est plus important que le vent réel. Donc là, ça va me permettre de continuer à rester dans du vent qui bastonne et d'aller bien. Mais le problème, c'est que j'ai toujours cette houle. Donc c'est pas rigolo, donc du coup on a traîné 2 heures de plus et aux 3/4 arrière, quand le vent est tombé, là le vent apparent il est hyper light. Et tu as toujours la houle, mais bon, tu as toujours une houle qui pousse. Donc on est resté 2 heures de plus sur une houle qui pousse, et plus tu restes sur une houle qui pousse dans un bord qui n'est pas le bon, plus à un moment donné il va falloir remonter au vent de l'autre côté. Donc ça s'est passé comme ça. Je ne dis pas que on ne serait pas passé en restant au travers et que peut-être on serait arrivé certainement beaucoup plus tôt si on avait pu tenir ce bord-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'étais tout seul avec mon hôtesse et qu'à un moment donné, l'heure du repas s'est pointée et que je la voyais pas du tout à chaque bout de butoir avec la vague. Même là, ça tapait sous le cockpit. Bon. C'était pas un plan, voilà, donc on a choisi la solution confort, on n'a pas choisi les polaires de vitesse que nous donnent tous les ingénieurs, et de l'autre côté c'est très bien tenable. Donc au final, sur ma prévision de route, eh bien, on est arrivé à la nuit, parce que forcément on a mis 3 heures ou 4 heures de plus, je ne me rappelle plus, par rapport au timing que j'avais prévu. In fine, voilà, on n'a pas tenu le bord de travers avec la vitesse qu'on devait avoir. On est parti d'un côté, on a refait du près de l'autre et ça s'est très bien passé. Donc voilà, pour vous donner un petit peu des idées des choses qui peuvent arriver. On se fait tous piéger, c'est pas une question de... Donc là, faut être très zoomètre. Il n'y a que celui qui fait pas de bateau qui s'est jamais pris du gros temps et qui n'en prendra jamais. C'est-à-dire, si tu restes, tu fais jamais de voile, ou voilà. Mais des gens qui font de la voile, alors, je ne parle pas de nos collègues youtubeurs qui font d'une marina à l'autre, mais quand tu pars et que tu commences à faire des naves qui sont conséquentes avec des longues distances, alors là, il s'avère que continent Corse, c'est tout petit, mais voilà, quand tu fais Philippines, Singapour, bon, qu'il n'y ait pas un coup de vent au milieu, voilà. Quand tu descends du haut de la Floride jusqu'au bas des Bahamas, c'est 2 jours de nave, à un moment donné, voilà, ça peut arriver qu'au milieu ça monte, voilà, c'est fait pas des naves de 50 000. Et c'est toujours bien, donc ce qui est bien, c'est que quand c'est comme ça, tu sais que ça va pas être la fin du monde, puisque là sur les Philippines c'était un gros c'était un typhon, donc ça c'était moins rigolo, mais voilà, il y a un coup de vent, il est super rare, ce qui est annoncé dans la météo, ils avaient annoncé que demain, en fin de nuit ça allait tomber, ça va tomber, c'est monté plus haut, mais ça va tomber, et là sur la Corse c'est pareil, un coup de vent, ils annonçaient qu'en fin de journée le vent tombait, le vent est tombé, donc tu fais face, tu y vas, et il ne faut pas trop s'entêter. Bon voilà, c'était une petite vidéo des anecdotes. La vidéo qui suit maintenant, alors celle-là elle est intéressante puisque on va discuter de lorsqu'on fait l'achat d'un catamaran neuf ou d'occasion, est-ce que en fonction du budget que j'ai et des options que je veux avoir à bord du bateau, qui sont pratiquement toujours les mêmes, des salles, un générateur, des panneaux solaires, etc. etc. Est-ce qu'il vaut mieux que je choisisse de faire installer ça par le chantier si j'achète un bateau neuf, ou plutôt que le chantier n'installe pas et que je m'en occupe après, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'achète une occasion full équipée, ou que j'achète une occasion qui n'est pas du tout équipée et que j'équipe moi-même? Et ça, c'est la vidéo qui suit et on va en parler.
vous demande de prendre la vidéo qui suit et cliquer sur le bouton. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, la petite notification, c'est de ce côté-là. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, bye bye.